psychanalyse, c'est-à-dire que, au fond, c'est un cinéaste qui montre qu'on peut prendre le temps de regarder, d'être surpris, d'aimer, de travailler, d'écrire. Donc voilà, je trouve que c'est un très très beau film, très intéressant sur cette dimension-là, et puis un tas d'autres dimensions dont on va sans doute parler, et puis avec vous. Voilà, en tout cas, voilà, c'était une de mes premières impressions, et de saluer en tout cas ce grand cinéaste, et je trouve que c'était très bien qu'on en présente un enfin de ce film. Oui, bonsoir madame. Oui, ben, on se demandait comment on allait faire avec ce film, mais on va faire comme on va faire. C'est pas très. On peut partir d'ailleurs si vous voulez. On peut rester. La question, ben oui. La question, si on l'a choisi, c'est pour avoir un écho de notre choix. C'est vrai que c'est un film. Bon, Carlos Williams est cité plusieurs fois. J'ai un peu travaillé ça depuis une petite semaine. C'est un grand poète et que Jim Jarmusch essaye de mettre en scène, donc comme vous avez vu. Alors il y a un petit peu abstrait. C'est vrai que c'est pas très français comme mentalité qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Il n'y a apparemment pas de problème. Sinon que. Alors il y a une image que j'ai trouvée, je ne sais pas où, il y a justement dans les documents concernant ce poète, ce grand écrivain qui était médecin, qui d'ailleurs a mis 3000 enfants au monde, enfin il était pédiatre. Il a énormément travaillé comme médecin, à Peterson et ailleurs. Il a été formé à Genève, à Leipzig, c'est un sacré monsieur, quoi. Puis qui a sans arrêt écrit, et qui fait partie de l'école de New York à la fin, mais qui a fondé tout un courant qui s'appelle, je crois, l'imagisme, c'est-à-dire une image dit le monde entier. Voilà, j'ai trouvé ça très particulièrement intéressant. Et puis en même temps, pour commenter un petit peu les choses, c'était, comme je le disais tout à l'heure, cette espèce de fondement d'une langue américaine. Je ne parle pas d'américain, je ne peux pas savoir les différences qu'il y a avec l'anglais vraiment, je sais bien que au niveau ne serait-ce que de l'accent, mais c'était un courant qui se voulait s'autonomiser par rapport à la culture européenne, complètement, dans l'entre-deux-guerres, et ensuite, ce grand œuvre de Carlos Williams, fait 5 volumes, c'est son œuvre, mais il a beaucoup de livres, il a 12 livres énormes, et celui-là dans lequel justement il s'explique sur l'essence de la ville et comment la société américaine s'interroge dans cette ville qui est assez particulière, parce qu'il y a eu beaucoup d'artistes, Abbott et Costello et d'autres. Je ne sais pas si vous avez vu Abbott et Costello, moi ça a bercé mon enfance avec Laurel et Hardy. C'est deux très grands comiques. Mais bon, il y a eu des jazzmen, surtout, il y a d'ailleurs des musiques de l'époque. Il y a eu beaucoup de choses. Et d'ailleurs, même Jim Jarmusch, j'associe comme ça, a fait un poème, le dernier poème, je crois que c'est de Jim Jarmusch, c'est pas de Carlos Williams. Et donc, dans ces 5 volumes qui s'appellent Patterson, de la ville, voir l'essence de la ville, l'histoire de la ville, comment donc la société américaine dans cette petite ville, pas plus paradigmatique que les autres, autant que les autres, pas plus comme ça exemplaire, comment les Américains, l'Amérique, interrogent la poésie, le poetry, comment ça les fait travailler. Et par exemple, pour citer un exemple, on sait bien qu'en Israël, il y a eu, pour que la langue hébraïque s'établisse, il y a eu des poètes, notamment des gens, je ne me rappelle plus de son nom, qui étaient revenus des camps, et qui n'est pas sorti de chez lui pendant 2 ans, tant qu'il n'a pas pu écrire en hébreu un poème, puisqu'il était poète. Et donc il a fait ce boulot-là, c'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est équivalent, mais ça semble être de cet ordre-là, parce que ensuite c'est allé vers la Beat Generation, c'est allé vers le jazz américain de la côte Est, c'est allé se tourner. Il n'y a pas d'allusion au cinéma, justement, c'est ça qui est tout à fait étonnant. C'est Jim Jarmusch, peut-être, qui a introduit dans l'histoire de ce courant, disons, de la littérature américaine de l'entre-deux-guerres, qui s'est continué après, qui justement est le seul peut-être cinéaste à avoir fait quelque chose que je sache. Hein. Et c'est pas facile. Alors justement, on a Vanina mène un travail avec nous
va sur l'adaptation d'une œuvre littéraire ou d'un bouquin, même simplement, au cinéma. Et là, on en a un exemple parfait, enfin, si on peut dire parfait, mais c'est immense, parce que Jim Jarmusch, c'était, je crois, en 1980 qu'il a eu l'idée. En 92, il s'y est mis, enfin, il a fait le film en 30 jours, en ayant trouvé ces acteurs extraordinaires, là, qui s'appellent, donc elle s'appelle, pour dire son nom, Gol Fiaté, je crois, quelque chose comme ça, et puis son nom de famille, c'est Farah Hani. Alors lui, il s'appelle curieusement Driver, Adam Driver, le conducteur du bus, et son nom, je crois que c'est peut-être choisi exprès, je ne crois pas. Enfin, c'est un acteur qui monte, il joue dans pas mal de choses importantes, hein, c'est-à-dire dans des séries américaines, il est très connu, et dans Star Wars. Le Star Wars, je ne sais plus quel personnage il fait, lui. Donc c'est quand même un événement cinéma, pour l'Amérique en tout cas, pour nous, ben, on l'apprend. On n'est pas spécialement, comment dire, remué, sinon on sent bien que la poésie circule, ça nous met en émoi, cette espèce de lenteur. Ça pourrait être vie mode d'emploi de Pérec, nous on a ça de notre côté, mais en même temps, la psychopathologie de la vie quotidienne, elle est vraiment très très quotidienne, surtout aucune célébrité, aucun événement particulier. Il y a un acteur, là, le noir, qui fait le malin, et avec un revolver, justement, ce n'est que des balles à la mousse. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir d'événement, voilà. Il ne peut pas y avoir de conflit, c'est comme ça qu'on peut le voir. Une sorte de semi-paradis où tout se passe bien. Alors que la ville de Patterson, aujourd'hui, comme depuis longtemps, elle est complètement gangstérisée, paupérisée, abandonnée. Bon, à part la cascade, qui s'appelle Charms, quoi. Et Shams, c'est la rivière s'appelle Passaïque, bon, c'est pour vous dire que j'ai quand même travaillé, mais c'est vrai que là, que j'ai lu, je me suis passionné, parce que c'est un truc qui, ça vous distrait beaucoup, de voir comment cette immense œuvre passe en images. Alors maintenant, on peut parler de cinéma. Fred, tu peux y aller, on peut parler de cinéma. Moi, j'ai à vous lire un petit poème, mais enfin, j'ai des extraits de... Moi, je vais faire des remarques comme ça. On était ici il y a un mois avec Pablo Neruda. Et nous, dans notre cycle de cinéma, on s'est beaucoup arrêté sur la violence depuis un an. Et puis là, il y a comme un besoin de poésie qu'on n'a pas cherché, qui est là. Qui est exprimé par différents cinéastes. Et ça m'interroge. Jean-Jacques parle de Pérec, voilà, qui a eu aussi un rapport comme ça à la langue, et je pense une esthétique aussi dans sa vie. Et Neruda, c'est totalement différent comme film. Mais c'est sur le destin d'un homme, comme ça, et comment sa vie est liée à son œuvre, voilà, et qui débite des mots, j'ai envie de dire, des mots qui sont lui et qui sont distribués dans cette forme de ces grands poèmes. Voilà. Et là, c'est inverse, enfin c'est inverse. C'est pas la même dimension de poète. Moi, ça me plaît parce que ça me ramène à tout ce qui m'a capté dans le cinéma depuis plus de 40 ans, comme ça. Ça me fait penser, moi, à la Big Generation, à ma génération qui essaie d'aller à l'essentiel, voilà, de façon maladroite. Et on est en 2017, on a ce film. On a l'Amérique, là, moi, quand je voyais ces bouts de papier par terre, c'était quand même les ruines du World Trade Center, c'était quand même la fin comme ça de tout, parce qu'il vit ça, ce garçon. Voilà. Il y a cette banalité des images qui sont aussi cette vision de l'Amérique délabrée comme ça, qui vit... c'est l'Amérique, et c'est un village, c'est peut-être un village même où... C'est le Mexique. C'est le Mexique, il n'y a pas la muraille qui sépare les deux Amériques, mais c'est le Mexique là, à 1 heure de New York. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est quand même un film très fort, très poétique, qu'il faut revoir, parce que les images justement, elles sont très très, elles disent plein de choses justement aussi. Ça aussi c'est un contrepoint avec le flot d'images contemporains. Voilà, moi je n'avais pas pu le voir avant,
À chaud, c'est un peu difficile, mais ça me parle comme ça, par rapport à notre travail ici d'analyser des films, pas comme un ciné-club, mais avec notre façon d'aimer le cinéma et de qu'est-ce qui nous renvoie et qu'est-ce qui construit aussi dans notre imaginaire. Voilà. Parce qu'il y a les noirs et blancs des gâteaux, des robes et des rideaux, c'est une allusion au cinéma d'avant, on peut dire ça comme ça. Qui veut parler mais... Oui, Dominique Iskovic, je suis psychanalyste. Et alors je voudrais dire quelques petits points du point de vue un peu de la psychanalyse, mais aussi, d'abord la chose la plus évidente, c'est qu'effectivement, on peut dire les choses de la vie et les choses simples de la vie. Donc un regard, j'allais dire bienveillant. Mais du point de vue psychanalyste, j'ai vu pas mal de choses. Alors je suis arrivée en retard, excuse-moi, et je ne sais pas ce que tu as dit avant. Donc je débarque. Tu as dit le meilleur, j'en suis absolument sûre. Et je vais peut-être faire de la redite, parce que je pense que j'ai vu des choses que tu as vues aussi. Alors ce que j'ai vu en premier, c'est le thème de la répétition, évidemment, qui est essentiel en psychanalyse. Et cette répétition, on la voit à travers certains symboles, par deux fois, justement par deux fois, deux jumelles, c'est-à-dire une espèce de clonage, deux répétitions aussi. Et pas que ça. Bien sûr, comme disait Vanina, la répétition c'est le temps, et comme disait Lacan, c'est la topologie. Et la topologie, on la voit dans tous ces tracés, dans tous ces graphismes qui sont noirs et blancs, qui sont donc duels, le blanc et le noir, et qui sont des graphismes, bien entendu à répétition et différents, mais qu'on retrouve partout, dans les robes de la fille, dans les rideaux, dans les cookies, absolument partout. Et c'est pas innocent. Et moi, j'en ai vu, je l'ai analysé, je ne sais pas si c'est une bonne analyse, mais je la tente, comme le tracé, le point, parce qu'il y a des points, comme le début de la lettre. Parce qu'il s'agit aussi de lettres. On est quand même dans le domaine de la poésie, de l'écrit, de ce conducteur de bus qui se veut poète, dans une cité qui se veut être la cité avec un patrimoine de poètes, et c'est pas rien. Et là, je reviendrai aussi sur une certaine petite notion qui n'est peut-être pas anodine. Il y a beaucoup d'astuces, je trouve. Il y a très des astuces psychanalytiques qui nous permettent de tenter une analyse. Alors, je disais que donc, dans les points, dans les tracés topologiques ou pas, enfin oui plutôt, et dans ce graphisme du duel, il y a, pour moi, notion de points et des débuts de lettres. Or, chez Lacan, en particulier, là je ne m'adresse peut-être pas qu'à un public de psychanalystes, mais il faut que je vous dise quand même ce que peut représenter le langage et la lettre chez Lacan, enfin, voilà, la théorie lacanienne en particulier. Et le point, Lacan l'a dit quelque part, c'est les débuts du tracé ou de la trace. Et la trace, c'est l'empreinte de quelque chose. Et de quelque chose de quoi? D'archaïque. Et l'archaïque, c'est la lettre, c'est ce qui reste, c'est cette chose la plus élémentaire, la plus primitive, la plus archaïque, et qui s'appelle, que Lacan a appelé la langue en un seul mot, et qui est de l'ordre un peu de ce graphisme gribouillis élémentaire, noir-blanc, le point. Bon, ça, c'est une chose. Et ça, c'est d'autant plus en liaison avec la notion de poème, parce qu'effectivement, si on prend Lacan, l'intérêt de Lacan pour la poésie, et en particulier pour l'écriture chinoise, qui est faite à partir de caractères, où justement le point a une signification bien caractéristique. C'est selon où est le point, comme dans l'hébreu d'ailleurs, sur les voyelles, le sens est complètement différent. Donc, je vois ça, l'archaïsme en liaison avec la poésie. Et ce que je vois aussi, c'est l'histoire de Patterson. Patterson, comme le disait d'ailleurs ma copine qui est aussi psychanalyste, Patterson, c'est le fils et le père. Pater and son. Bon, et ce village, comme par hasard, il a un patrimoine. Et donc cette notion de... Et ça, c'est très amusant parce que lui,
finalement, quand le japonais lui dit vous êtes conducteur de bus de Patterson, être conducteur de bus de Patterson, il a dit c'est poétique. Voilà, c'est votre patrimoine. Être de Patterson, ce n'est pas rien. C'est le nom du père. Oui, alors, bon, on va juste un peu continuer là. Oui, j'arrive. Non, parce que moi, je voulais citer ce petit poème. Dans l'avant-propos que j'ai fait, que je fais toujours je parle de Patterson, de Pat R. Patterson. Mais bon, mais ça, moi, je ne sais pas trop. Bon, moi, justement, quand Fred dit c'est tranquille, toi tu dis que c'est bienveillant, ça serait la banalité du bien. Alors, je vous lis le poème enfin, je vous lis quelques lignes. Et de l'amour. Voilà, j'ai oublié de dire le plus important. Alors, attends. C'est un grand film d'amour. Le poème est le suivant. C'est vraiment le brasier de l'origine de la langue. Plutôt que la lettre. Il parle du feu. Quand les types parlent dans le bar, ça va exploser, le bus va exploser parce qu'il y a une panne. Ça rejoint cette histoire-là. Je crois que Jean Muche a peut-être fait le pas de faire cette interprétation en images et en propos parlés dans ces lignes. Alors, je vais dire, c'est pas long. Le feu brûle, c'est la première loi. Quand le vent l'attise, les flammes s'étendent alentour. La parole attise les flammes, tout a été combiné. Pour qu'écrire, donc, vous consume, c'est quand même ça le poème, c'est lui qui écrit, pour qu'écrire vous consume, et non seulement de l'intérieur, mais autrement. Voilà, alors je dis les derniers mots, parce que c'est long tout ça. On me demande d'être clair, oui, clair, quoi de plus clair entre tout que rien n'est moins clair entre un homme et son écriture que de savoir qui est l'homme et quoi l'écriture et lequel des deux a le plus de valeur. Je trouve ça magnifique parce que c'est vraiment sur l'écriture en tant que le poème, c'est de l'écriture, c'est quand même de l'écrit, de la rature. C'est ça qui m'apparaît important. Oui, alors, après ce que tu as dit là sur l'écriture, ou quoi? L'écriture, là, la phrase, c'est son écriture, c'est que de savoir qui est homme et quoi l'écriture et lequel des deux a le plus de valeur. Alors, juste quand tu as demandé qui serait là aujourd'hui, je t'ai répondu dans le mail, je serais dans le bus. J'avais vu le film et voilà, je t'ai dit oui, demain je serai dans le bus. C'est-à-dire que le film commence sur le temps et le temps c'est ce défilé des images qu'on voit chacun en déambulant du bus, d'où l'on regarde chacun ce qu'on voit et il nous fait faire ce pari-là de sentir le temps et l'espace et de réaliser dans le présent ce qu'on croise, quoi. Ceux et ceux qu'on croise. Et les rencontres, voilà, je pense, enfin, c'est un film magnifique, c'est un grand film, je trouve aussi, pas du tout ennuyeux, même la deuxième fois, dire que, voilà, comment on se passe les choses les uns les autres, comment on se les passe, comment on se les refile. Et je trouve que la construction du film avec cet acmé, avec ce haha, on se passe les choses simplement en se disant haha de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'une complicité rencontrée en quelques échanges peut valoir plus que toute autre chose. Voilà, une partie des choses. Pascal, tu veux aller prendre le micro qui est là ou... Vanina. Oui, moi j'étais venu aussi ici avec une espèce de curiosité, parce que j'avoue que, comme
compréhension globale de ce film me paraît extrêmement difficile, et particulièrement difficile. Alors je dois dire que j'attends ça avec un certain intérêt. Je trouve qu'il y a des choses très justes dites sur le sur le temps, sur la topologie, sur l'écriture, etc. Moi, je trouve que le film est une illustration assez bien du vers de Mallarmé, rien n'a eu lieu que le lieu. Mais, et de façon plus générale, ce qui est très déconcertant dans ce film, parce que c'est quand même un film extrêmement déconcertant, on peut pas juste dire c'est bon, d'accord, c'est bien, mais c'est extrêmement déconcertant, c'est-à-dire qu'il ne produit jamais d'effet de sens. Il est toujours fait sur le gommage du sens, quoi. C'est-à-dire qu'on a un type qui fait partie des classes laborieuses, donc on va dire, il va y avoir un discours social derrière tout ça, comme un film français habituel. Pas du tout, aucun discours social. On dit, il y a une fille, il y a une iranienne, etc., et seule à la maison, on se dit, il va y avoir un discours un petit peu féministe, alors un discours un petit peu sur la xénophobie. Pas du tout, absolument rien. Systématiquement, le film décourage tous les clichés du cinéma habituel. C'est vrai que cette idée sur la poésie, pour laquelle il milite vraiment, cette représentation de l'absence de sens est très très bien rendue par le cahier vide que le japonais, parce que la scène du japonais, je l'ai revue là, elle est vraiment énigmatique. Hein. Mais cette espèce d'idée de gommage du sens aussi, lui donne un cahier vide. Voilà, je ne sais pas si ça prend en compte la totalité du film, parce que je la trouve terriblement difficile à saisir, mais terriblement intéressante, mais voilà, je serais très intéressé par une compréhension plus globale que la mienne de ce film. Non, mais je ne sais pas si c'est plus global, mais moi ce que j'ai trouvé, c'est que si Jim Jarmusch suit l'œuvre de Carlos Williams, c'est justement la thèse de Carlos Williams, c'est pas de sens. Oui. Pas de sens, spontané, que les choses soient spontanées, qu'on les dise comme elles viennent, les allumettes, type machin, là, c'est même pas de sens, c'est on gomme sans arrêt les effets de sens qui pourraient avoir lieu. Il pourrait y avoir de la tragédie, pas du tout, c'est une fin. Jim Jarmusch qui invente ça, il filme la ligne poétique de ces poètes américains dont Williams et filmer la poésie, c'est un sacré gageure. Mettre en film, et c'est vrai que c'est pas de sens. Pas d'organisation de la pensée, ils vont jusque-là. Pas d'organisation de la pensée. Néanmoins, lui, quand on travaille, c'est pas dans le film, mais il était socialiste, ce type, pro-communiste, poursuivi par le macartisme. Il y a eu la libération sexuelle, ils sont allés dans les gay pride et dans les histoires de Beat Generation. Mais le mot Beat, ça veut dire casser au départ. Ça veut dire la génération cassée. C'est les Noirs qui ont inventé ça. C'est la génération cassée. Ensuite, c'est devenu. C'est allé chercher du côté du français. Ils venaient souvent en France, tous ces gens-là. C'est allé chercher du côté de Béat, la béatitude aussi. Une sorte de sagesse plate, comme je disais là, le mot m'est arrivé, c'est la banalité du bien. Et il y a quelque chose qui nous énerve. Nous, Français, on est vraiment habitués à se bagarrer, à avoir des conflits. Il n'y a pas de conflit. On se nourrit des conflits. Oui, non, on se nourrit. Là, il n'y en a pas. Non, on est dans l'après-coup des conflits, parce qu'ils ont eu lieu. Et d'une certaine façon, il n'y a plus que des révoltes dérisoires. Dans un après-coup, on ne se révolte plus. C'est des effets d'après-coup tout le temps, parce que les choses sont présentes. Le gauchisme, la lutte des Noirs, il y a beaucoup de choses présentes, mais qui sont désamorcées. Oui, c'est un croche-pied. C'est vrai, mais en même temps, c'est apparemment plat et c'est pas plat, quoi, parce que c'est du cinéma. Ah, c'est du magnifique cinéma et c'est apparemment plat, comme tu dis. Voilà, quelqu'un me demandait tout à l'heure comment on allait présenter le film. Est-ce que là, c'est ça vient? Merci Pascal, moi j'aime bien. C'est bien ce que tu as dit là-bas, je trouve que ça. Oui, mais c'est c'est aussi tout le courant, Allen Ginsberg, etc. C'est-à-dire comment ces poètes se réunissaient, lisaient des poètes. Enfin, il y a vraiment eu tout un courant de la poésie américaine très contestataire et en même temps complètement intégré dans les villes, qui vraiment essayaient d'organiser comme ça des tas de lectures, des tas de choses comme ça. Et on voit bien que toutes les classes sociales étaient convoquées aussi. Hein, donc je crois que là, il y a quelque chose qui est vraiment de l'histoire américaine aussi, de la poésie. Et puis, bon,
sans doute la question, comme tu disais Barbara, quoi, la question du buste, c'est-à-dire de cette manière de voir sans voir, entendre sans entendre, on voit bien qu'il se nourrit, comment vient la création artistique, qu'elle soit poétique, littéraire, ou bien picturale, hein, ça se nourrit du quotidien aussi. Et là c'est très bien montré comment il entend les conversations et du coup ça l'inspire. Hein. Je trouve que c'est très justement fait, en tout cas autour de comment ça vient, la création, comment un artiste voilà, Sauf que le but s'inspire. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Hein. C'est une grande histoire d'amour. En fait, c'est quoi le chien là qui... Ah, m'excuse. C'est quoi le chien là qui... Oui, le chien d'un personnage, hein, complètement de film. Le chien, c'est pris dans les propos, excusez-moi, c'est pris dans les propos de Allen Ginsberg qui parle de Williams, qui dit il parle tellement simplement que c'est fait pour les chiens et les chats. Ce qu'il écrit, ça viendrait de ça. C'est mon idée. Hein. Mais en même temps, je crois qu'il veut incarner Jim Jarmusch, là, je crois que c'est son invention. Il veut montrer quelque chose du tiers, quoi, quelque chose d'autre. Parce qu'elle appelle papa, son mec, elle maman, le petit, il y a un truc un peu bizarre. Et c'est vrai que ça fait film d'enfant. Il pourrait y avoir au fond 3 personnages qui seraient des animaux, qui parlent. Parce qu'il parle, ce chien, il parle, visiblement il parle. Donc ça serait intéressant de... moi j'écrivais dans mon petit avant-propos, c'est un film d'enfant presque. Parce que je me rappelais pas s'il y avait des scènes un petit peu érotiques, il n'y en a pas. Hein. Il y a des scènes de tendresse, mais il n'y a rien de difficile pour les enfants. C'est un peu long, ils s'emmerderaient les enfants, mais c'est vrai, c'est bien raconté, bien mené. Ça fait pourquoi les enfants ont-ils besoin que le soir on leur raconte toujours la même histoire à l'intonation près, à la virgule près, et même sans un écart. Et cette répétition, sur quoi ça va les structurer quant à leur intériorité pour savoir ce qu'il en est pour eux, de façon ou d'une autre, d'avoir cette intériorité. Ça la reconstitue. Et ce qu'ils entendent ce que lui il entend dans le buste, ça le nourrit à l'intérieur. Ça lui fait, c'est un peu comme un enfant qui entend des choses dans la journée, et la nuit il en rêve. Voilà, c'est un peu comme ça que ça pourrait. Et elle, d'ailleurs, elle fait des rêves magiques, quoi. Les éléphants argentés, c'est directement le réel. Mais je trouve intéressant votre remarque sur le chien, parce qu'au fond, c'est le moment dramatique du film. C'est-à-dire que c'est le personnage du chien qui va commettre une espèce de crime. Le crime, c'est quand même de déchirer tous ces poèmes. Hein. Je trouve que, du coup, ça fait exister d'autant plus le chien comme un personnage. Ça, c'est quand même... Et pendant les 2 heures du film, l'épouse, enfin sa copine, c'est son objet sexuel au chien. Il réagit exactement comme ça. Il est tout le temps en possessivité. Voilà. Jaloux, en fait, il est dans une jalousie. Voilà. Tout à fait. En fait, c'est pas pour rien qu'il déchire l'objet. Voilà. Donc il y a cette présence-là aussi qui est de l'ordre du sexuel. Hein. Il est comme ça. Je voulais dire que la poésie d'Allen Ginsberg, c'est quand même aussi le cri, et que c'est pas sans conflit, c'est la folie, sa mère était... enfin, c'est le monde déjanté, hein. Et donc, c'est les morceaux, c'est toute l'Amérique, c'est aussi toute la rencontre avec la brutalité, dans les associations par la drogue, etc. Donc là, c'est assez amusant comment ça revient d'une façon un peu papier glacé, je dirais, presque agence de voyage par le japonais, qui le nomme comme ça, qui vient retrouver la ville, et quand même, quelque chose est passé dont il ne dit rien. Donc il y a un contraste entre cette poésie hard, à mon avis, hein, et cette poésie du quotidien, là, voilà, fleur bleue, et en même temps se passe quelque chose dans le fait que la curiosité, chacun des deux, dans cette rencontre, chacun a cette curiosité et cette intériorité. Je dirais que chacun a quelque chose en lui qui le fait homme, qui est au-delà de son costume.
que le courant, la Beat Generation, il est quand même né, enfin le courant poétique, après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Amérique entre dans la grande société de consommation. Donc ce sont des critiques la société de consommation, d'une certaine manière. Donc là, c'est vrai qu'on est dans le New Jersey, qui est, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans le New Jersey, mais c'est vraiment pas loin de New York. Et quand le maire de New York a décidé qu'il n'y aurait, je ne sais plus comment il a appelé ça d'ailleurs, aucun problème, bref, tous les sans-abri ont été finalement émigrés dans le New Jersey. Donc New Jersey devient une espèce de poubelle de New York, et c'est vrai que c'est un lieu de grande délinquance aujourd'hui. Parce que c'est ça l'imagisme. L'imagisme, c'est pas le dernier mot, c'est ah, qui sous-tend énormément de commentaires possibles. C'est pourquoi nous, analystes, quand on fait ah, ça veut dire beaucoup de choses. Alors on a mis ce film en balance, regarde qui va, avec un autre qu'on va peut-être faire passer, qu'on va peut-être passer, qui s'appelle The Look of Silence. Alors c'est évidemment un film très violent, documentaire sur les assassinats de communistes en Indonésie il y a quelques années. Et c'est Daniel Friedman qui tenait à le présenter. Et alors, vous voyez, on était en balance avec ce film, et on a préféré pour l'instant passer celui-là tranquillement, soi-disant tranquillement. Enfin, c'est la tourmente et le bouillonnement intra-psychique qui se montre aussi. Dans tout ça. Oui, parce que 6h10, 6h20, 6h10, Monday, Tuesday, Wednesday, c'est quand même pas de tout repos. D'être. C'est intéressant de voir que lui, c'est plutôt un obsessionnel, comme on dit, il y a une hystérique, et ça s'entend très bien. Ça s'entend très bien pour une fois. Parce qu'elle fait ses très drôle. C'est drôle. Très drôle. L'imagination. C'est l'origine du langage. Permanente, quoi. Fixée sur le noir et blanc, mais très imaginative.